Salut et une fois de plus, bienvenue dans ce cours euh, consacré à la préparation intensive du concours de l'IA, Institut international des assurances. Donc aujourd'hui, c'est le premier cours de mathématiques. Ce que nous allons faire une synthèse de cours avant de passer aux exercices et à la correction des anciens sujets. Mais avant cela, lançons un coup d'œil sur le programme du concours pour avoir un aperçu de ce que nous devons parcourir. Donc, alors, donc là, on a le programme du concours. Programme de concours pour le sujet de mathématiques, statistiques et calcul des probabilités. Donc, pour le programme d'analyse, nous avons les matières ci-après. Nous avons, alors, on a les suites numériques. On a les suites numériques, voici. On a les suites numériques. Ensuite, nous avons les suites numériques, nous avons le développement limité, le calcul des limites, la continuité, dérivabilité, intégration, les équations différentielles, étude des fonctions, série numérique, série de fonctions et série entière. Donc, lorsqu'on a fait un brainstorming des anciens sujets, on s'est rendu compte qu'il faut immédiatement commencer par. Donc, après avoir regardé les anciens sujets, il est prudent de commencer par les suites numériques et les séries numériques. Donc ça sera le premier chapitre, suite numérique et séries numériques. Après, nous allons passer au développement limité. Ça sera le deuxième chapitre. Développement limité et calcul des limites. D'accord? Ça sera le même chapitre. Après cela, nous allons passer aux séries entières, aux suites et séries de fonctions, d'accord? Et ensuite, après avoir regardé tout ça, nous allons regarder la continuité en quatrième leçon, continuité, dérivabilité, intégration, équation différentielle et étude des fonctions. Vous voyez que ça correspond exactement à 4 semaines de préparation. Donc, c'est le meilleur découpage que nous avons proposé pour cela. Alors, nous allons revenir sur la partie algèbre plus tard. Il faut noter que ça, c'est la partie la plus simple des mathématiques. Nous allons revenir dessus plus tard. Donc, sans plus tarder, on va donc commencer notre cours sur les séries numériques. Très bien. Nous allons commencer par les suites numériques. Euh, Après, nous allons voir les séries numériques et enfin les séries entières. Donc, sans plus tarder, commençons par les suites numériques. Dans les suites numériques, nous allons voir une introduction, la définition et les notations. Ça, ce sont des petits rappels. Après cela, nous parlerons des suites arithmétiques en termes de rappel aussi, les suites géométriques en termes de rappel. Ensuite, nous allons aborder le sens de variation, convergence et limite des suites. Après cela, nous allons parler des suites récurrentes, ensuite les suites adjacentes. Après les suites adjacentes, nous allons parler des suites extraites ou encore les sous-suites. Donc voilà les 7 points qui vont meubler la première sous-partie de ce cours. Donc sans plus tarder, on commence par la définition et les notations. Alors, une suite est une succession discrète et infinie de nombres. L'adjectif discret veut dire qu'il y a un premier nombre, puis un deuxième, un troisième, ainsi de suite. En réalité, lorsqu'on parle de suite, il s'agit d'une collection de nombres pour laquelle on est capable de trouver le successeur d'un nombre. C'est-à-dire que si j'ai le terme UN, le terme qui suit directement UN, c'est UN plus 1. UN plus 1 est le successeur de UN. C'est pourquoi on parle de termes discrets. Donc, c'est ça une suite. Donc, c'est une succession de nombres. Et de manière mathématique, une suite est une application, hein, c'est une fonction de grand N vers R, tout simplement. Donc, une suite UN est une fonction de grand N vers R, tout simplement. Et à tout entier naturel s'associe U de N, mais en réalité, on va souvent noter U indice N.
Très bien. On note U indice N ou U indice N. Regardez bien cette notation, cette suite. Et on dit que UN est le terme général de la suite. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on dit la suite UN, il faut l'écrire dans la parenthèse, la suite UN, comme ceci, avec N appartenant à grand N. Ça, c'est si le premier terme de la suite, c'est 0, ou encore, comme ceci, UN, avec N supérieur ou égal à 0. Donc, c'est pour dire la suite UN. Mais si on écrit tout simplement UN, U indice N sans mettre les parenthèses, ça veut dire que c'est le terme de rang N, le terme général de la suite. Donc, UN désigne une collection de nombres. Lorsqu'on écrit comme ça, là, c'est une collection de nombres, U0, U1, U2, U3, U4, U5, ainsi de suite. Donc, c'est ça pour les définitions. Ensuite, après les définitions, il faut noter que dans l'idée, il y a souvent le sens de temps, du temps, c'est-à-dire la question du temps qui passe. En général, notre problème sera de comprendre ce qui se passe dans le futur, c'est-à-dire si on a UN, qu'est-ce qui se passe à UN plus 1? Qu'est-ce qui se passe à UN plus 2? Au fur et à mesure que le temps passe, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que le temps passe, notre temps ici c'est n. On avait n, n plus 1, n plus 2, jusqu'à plus l'infini. Donc, la question de l'étude des suites revient à tout simplement répondre à la question, qu'est-ce qui se passe dans le futur quand n grandit, voire tend vers l'infini? Très bien. Alors, on n'est pas obligé de commencer une suite avec le rang 0, d'accord? Il y a des suites qui commencent à 4. Par exemple, on peut dire UN est égal à 2 sur n plus 3 avec n supérieur ou égal à 5. Ça, c'est une suite qui est définie à partir du rang 5. Donc, on va noter ça U indice n avec n qui commence à partir de 5. Donc, voilà pour la définition. OK? Il faut faire attention encore en termes de notation. Il est important de noter la présence des parenthèses. D'accord? Il ne faut pas confondre le terme UN qui est entre parenthèses, qui est différent de UN. Ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça représente la suite, c'est-à-dire c'est une succession, une collection de nombres, alors que ça, c'est un terme donné, ou encore le terme de rang N. Euh, une autre chose, c'est que il ne faut pas, cette écriture ici n'a pas de sens. Ça, c'est une écriture qui n'a pas de sens. Par contre, si vous écrivez comme ça UN au carré, ça veut dire que c'est la suite des carrés. D'accord? C'est la suite des carrés. Or, ça, c'est une écriture qui n'a pas de sens. Par contre, cette écriture-là a un sens parce que c'est une collection des carrés de UN. Donc, donc, une autre chose, c'est la question de limite. Quand on dit la limite d'une suite, on dit UN. Généralement, dans la notation, on dit UN tend vers peut-être une limite L ou encore limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale à L. Donc, voilà les petites alertes qu'il faut noter. Donc, au concours, il ne faut pas écrire on note UN la suite. Non. Quand vous mettez dans le mot suite, n'est-ce pas, votre UN doit être entre parenthèses. Ce sont des choses qui ne sont pas tolérées parce que le sujet étant facile pour démarquer, pour trouver des choses qui vont démarquer les gens, on s'attarde souvent sur des petits détails. Donc, l'étudiant ou bien le candidat qui va écrire la suite UN comme ceci et celui qui va écrire la suite UN comme ceci, ça c'est une mauvaise écriture, ça c'est une bonne écriture. S'ils ont la même note, supposons que celui-ci a 15 sur 20, lui aussi il a 15 sur 20, on aura tendance à prendre cet individu. D'accord? Donc, ce sont les petits détails sur lesquels il faut faire attention. Alors, maintenant, voici comment on peut représenter une suite graphiquement. Il y a deux manières de représenter une suite. On peut représenter une suite dans le plan, n'est-ce pas? On sait qu'une suite, c'est une application de n vers R. Donc, l'ensemble des départs, c'est n, l'ensemble d'arrivée, c'est R. On peut représenter ça sous forme de nuage de points, d'accord? Là, c'est U0, le terme de rang 0. Le terme de rang 1, il est là, U1. Le terme de rang 2, il est là, ainsi de suite. Le terme de rang 3, le terme de rang 4, le terme de rang 5, ainsi de suite. Par contre, on peut aussi décider
de faire cette même représentation-ci plutôt sur une droite. C'est-à-dire que si on projette tous les points ici sur R, on projette U2 sur R, U1, il sera projeté ici, U0 sera là, ainsi de suite. Vous voyez qu'on retrouve cette représentation. Donc, une même suite représentée de deux façons. À gauche, on a une représentation du graphe de la fonction de n dans R, n'est-ce pas? On note que les variations de la suite et l'écoulement du temps sont clairement visibles. Donc ici, on voit bien comment le temps, au fur et à mesure que le temps passe, c'est-à-dire au fur et à mesure que n augmente, comment est-ce que la suite se comporte. Par contre, à droite, on a une représentation de la valeur de la suite sur une droite réelle. On voit plus facilement les zones où la suite s'accumule. Donc, on se rend compte que la suite a tendance à s'accumuler ici. D'accord, donc c'est à peu près ce qu'on peut voir ici. Les valeurs de la suite que voici ont tendance à s'accumuler ici. C'est la même chose ici. Donc, ce sont les deux représentations qu'on peut faire d'une suite. Très bien. Maintenant, il y a quelques exemples. On peut parler de quelques exemples. Une expérience, par exemple, qui consiste à relever la température toutes les minutes. On obtient une suite Tn où Tn est la température à la minute n. D'accord? Donc, voilà une suite Tn qui représente la température à la minute n. Il peut être impossible de décrire Tn par une formule, mais Tn est quand même une suite de nombres. D'accord? Tn est une suite de nombres. Ça, Tn, c'est une suite de nombres. C'est-à-dire, on aura T1, la température à la minute 1. T2, ça sera la température à la minute 2. T3, ça sera la température à la minute 3. T4, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a aussi cet autre exemple-ci. Le terme général UN est donné par la formule UN égale à F de N. Donc, ça, c'est une suite définie. On appelle ça les suites définies de manière explicite. Les suites qui sont de la forme UN égale à une fonction de N. Et on peut par exemple montrer qu'elle décroît et tend vers 0. Donc, notons bien que la suite UN décroît. Vous voyez, lorsqu'on écrit la suite UN, UN est entre parenthèses, elle décroît, mais le nombre UN, lui, est juste un nombre tout seul. D'accord? Donc, c'est encore une fois de plus une manière de faire la différence entre la suite des termes UN qui est différent du nombre UN. Le nombre UN, c'est un terme, c'est le terme de rang N. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Ensuite, il existe deux classes de suites qui regroupent des cas simples mais qui sont des exemples importants. Alors, les deux manières de définir une suite, il y a ce qu'on appelle la définition explicite d'une suite. Donc, une suite définie de manière explicite, c'est-à-dire quoi, de manière explicite. Explicite veut dire qu'on a l'expression de UN en fonction de N. D'accord? Il n'y a pas on connaît bien l'expression de UN en fonction de N. Par exemple, UN égale à 3N plus 4 sur N plus 5. Ça, c'est UN en fonction de N. Ça, c'est ce qu'on appelle les suites définies de manière explicite. Ensuite, on a ce qu'on appelle les suites définies de manière récurrente. Les suites définies de manière récurrente. Alors, c'est quoi une suite définie de manière récurrente? C'est tout simplement une relation entre plusieurs termes de la suite, plusieurs termes consécutifs. C'est-à-dire, on peut avoir par exemple l'expression de UN plus 1 en fonction de UN. Ça, c'est ce qu'on appelle les suites définies de manière récurrente. Ou encore UN plus 1 en fonction de UN, en fonction aussi de UN-1, en fonction de UN-2. Donc, c'est une relation de récurrence entre plusieurs termes de la suite. Donc, ce sont généralement les deux manières de définir une suite. Mais maintenant, on peut mixer les deux. On peut mixer les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une suite qui définit de la manière suivante. UN plus 1 égale à une fonction de UN et aussi de N. D'accord? Par exemple, pour ce cas-ci, par exemple, on peut avoir UN plus 1 égale à 2UN plus 3. Ça, c'est une suite définie de manière récurrente. Par contre, ici, dans cet exemple, c'est UN plus 1 égale à fonction de UN et de N. On peut avoir par exemple, UN plus 1 égale à 2UN plus 3 puissance N moins 2.
Vous voyez, ça c'est une définition mixte. Donc, voilà un peu les deux grandes familles de suites qu'on va étudier. Très bien, on va commencer par les suites arithmétiques. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Une suite arithmétique est une suite définie par la donnée initiale U0 et la raison A grâce à la relation de récurrence UN plus 1 égale à UN plus A. Donc, voilà, c'est ça une suite arithmétique. Ça veut dire quoi, cette relation? Ça veut dire tout simplement que la relation entre deux termes consécutifs, n'est-ce pas? Lorsque je connais le terme de rang n, pour avoir le terme de rang n plus 1, j'ajoute tout simplement une constante. C'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. C'est-à-dire qu'on ajoute à chaque fois une même constante. C'est-à-dire si on a par exemple un ici, pour avoir un plus 1, on ajoute tout simplement une constante qu'on appelle la raison, petit a. Si pour avoir un plus 2 ici, on va tout simplement ajouter la même constante, plus a encore. Si on va avoir un plus 3, on va encore ajouter la même constante. D'accord? Plus a. C'est ça qu'on appelle les suites arithmétiques. Donc, c'est ce qu'on appelle les suites arithmétiques ou encore les progressions arithmétiques. C'est-à-dire que la relation entre deux termes consécutifs, pour quitter d'un terme à un autre, on ajoute une constante. Et si UN est une suite arithmétique de termes initial U0 et de raison A, alors on a l'expression aussi. Donc, si on veut avoir l'expression de UN en fonction de N, on dit que UN égale à U0 plus N fois la raison. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a deux manières de définir une suite arithmétique. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition explicite parce que ça, c'est UN en fonction de N. Alors que ici, c'est la définition de manière récurrente parce que ça, c'est UN plus 1 en fonction de UN. D'accord? Ici, c'est UN plus 1 en fonction de UN. Donc, voilà pour initier les suites arithmétique. Mais là, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a d'autres écritures des suites arithmétiques. Il faut noter que le premier terme d'une suite n'est pas forcément U0. D'accord? Le premier terme d'une suite n'est pas forcément U0. Le premier terme peut aussi être U2, ça peut être U3, ça peut être UP. De manière générale, la relation UN plus 1 est égale à UN plus une raison est toujours juste. Maintenant, si je veux avoir l'expression explicite de UN en fonction de N, sachant que le premier terme ou bien le terme qui est connu, le terme connu c'est par exemple UP connu. Si UP est connu, alors l'expression explicite de UN, c'est-à-dire UN en fonction de N, s'écrit de la forme UN est égal à UP plus N moins P fois la raison. Donc, c'est comme ça c'est l'autre écriture des suites l'autre écriture explicite des suites arithmétiques. Donc, ça, c'est une formule beaucoup plus générale lorsque je veux exprimer UN en fonction de N et d'un rang que je connais. Maintenant, une autre chose aussi, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. La somme des termes d'une suite arithmétique, c'est-à-dire quoi? Si je veux calculer, par exemple, U0, n'est-ce pas, plus U1, plus U2, plus U3, plus U4, ainsi de suite jusqu'à plus UN. Pour calculer la somme de ces termes-ci, la formule est très simple. C'est égal au premier terme, U0, plus le dernier terme, UN, le tout multiplié par le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est quoi? Le nombre de termes, c'est l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. D'accord? Donc, le nombre de termes, c'est l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. Donc, le nombre de termes ici, ça va faire quoi? N moins 0 plus 1, c'est-à-dire N plus 1. Très bien. Donc, notre formule devient alors la formule, la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est donc le premier indice du premier terme, U0 plus UN multiplié par le nombre de termes, N plus 1, le tout divisé par 2. De manière générale, si je veux calculer une somme, par exemple, une somme qui commence à UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 plus point jusqu'à plus UN.
D'accord? Si je veux calculer la somme des termes ici, par exemple, ça peut correspondre à une situation où je veux calculer U10 plus U11 plus U12 plus point jusqu'à plus U100. Comment est-ce qu'on calcule ça? Donc, la formule dit que c'est égal à l'indice du premier terme, c'est-à-dire UP, pas l'indice, je veux dire, c'est égal au premier terme UP plus le dernier terme UN, le tout multiplié par le nombre de termes. Le nombre de termes d'une somme, c'est quoi? C'est l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme plus 1. Le tout divisé par 2. Donc, vous voyez que ici, cette somme-ci va donner U10 plus U100, le tout multiplié par le nombre de termes, c'est 100 moins 10 plus 1, le tout divisé par 2. Donc, c'est ça les autres formules que je voulais vous présenter. Alors, un petit exemple. Il faut noter que les suites arithmétiques s'apparentent généralement au taux d'intérêt simple. D'accord? Lorsqu'on fait un placement d'argent à un taux d'intérêt simple, ça correspond généralement aux suites arithmétiques. Par exemple, une personne a 1000 euros en épargne et économise 60 euros chaque mois. La suite UN de son argent épargné a moins, a au- qu'est-ce que dit? La suite UN de son argent épargné au mois N en euros est une suite arithmétique de raison 60 parce que chaque mois il ajoute 60 et le premier terme ou encore de données initiales 1000. Ça veut dire que UN, c'est-à-dire quoi? Si je veux connaître son épargne au mois N plus 1, il suffit que je prenne son épargne au mois N et j'ajoute 60 euros. Et lorsqu'on veut exprimer UN en fonction de N, on aura donc quoi? UN égale à U0, l'épargne initiale, plus N fois la raison. Donc N fois 60, donc 60 N. C'est la raison pour laquelle on a cette expression. Donc, passons aux suites géométriques. Une suite géométrique, alors, une suite géométrique, si elle est définie par la donnée d'une valeur initiale, et d'une raison grâce à la relation de récurrence UN plus 1 égale à un nombre multiplié par UN. Vous voyez la différence avec la suite arithmétique. Pour avoir la suite géométrique, la relation entre deux termes consécutifs, c'est que UN plus 1 est égal à A multiplié par UN. Donc, j'obtiens le terme UN plus 1 en multipliant son prédécesseur UN par une constante qui est petit a. D'accord? Donc, on peut schématiser ça comme ceci. Si j'ai par exemple U0 ici, si je vais avoir U1, sachant que la suite est géométrique, je vais tout simplement multiplier U1 par A, U0 par A, autant pour moi pour obtenir U1. Si je veux obtenir U2, si je veux obtenir U2, je multiplie U1 par A, tout simplement. Si je veux obtenir U3, je multiplie U2 par A. Tout simplement, c'est ça la définition d'une suite géométrique. Alors, ça c'est la définition récurrente. Ça c'est UN plus 1 en fonction de UN. Maintenant, on peut aussi avoir la relation UN égale à A puissance N fois U0. Ça c'est la définition de manière explicite, c'est-à-dire que ça c'est UN en fonction de N parce que U0 est connu. Donc voilà les deux principales formules de base qu'il faut connaître pour les suites, géométriques. Cependant, il y a d'autres formules parce que une suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas forcément U0. D'accord? On peut connaître plutôt U10 ou bien U15. Donc, de manière générale, si on connaît UP, quelle est la relation entre UN plus 1 et UP? Donc, la relation de récurrence UN plus 1 est égale à AUN est toujours valable. Maintenant, si je veux avoir UN en fonction de N, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que UN est égal à UP multiplié par la raison puissance N moins P. Donc, voici une formule qui est plus générale que cette formule. Cette formule-ci est plus générale que celle-là. Donc, ça, c'est l'écriture explicite. Une autre chose, c'est que si je veux faire la somme des termes d'une suite géométrique, par exemple, je veux calculer U0 plus U1 plus U2 plus plus
UN. La somme des termes d'une suite géométrique, la formule dit que c'est égal au premier terme multiplié par 1 moins la raison puissance le nombre de termes. Le nombre de termes, une fois de plus, c'est égal à l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. Donc, n moins 0 plus 1 divisé par 1 moins la raison. C'est-à-dire qu'on aura, ça va donner U0 multiplié par 1 moins A puissance n plus 1 sur 1 moins A. Donc, voilà l'expression. Cependant, ça, c'est une somme lorsqu'on connaît U0. On peut s'intéresser aussi au calcul d'une somme des termes d'une suite géométrique qui commence à partir d'un rang autre que 0. Par exemple, si je veux calculer U5 plus U6 plus U7 plus U8 plus point jusqu'à plus U98. Comment est-ce que je calcule ça? En d'autres termes, de manière générale, si on veut calculer la somme UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 plus point jusqu'à plus UN. La formule dit que c'est égal à quoi? C'est égal au premier terme UP, le premier terme de la somme, multiplié par 1 moins la raison, moins A puissance, le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme, plus 1, le tout divisé par 1 moins la raison. 1 moins la raison. Donc, si on applique cette formule ici, on va voir que la somme des termes de cette suite géométrique va donner U5, le cinquième terme, c'est-à-dire le premier terme de la somme, multiplié par 1 moins la raison, puissance le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est 98, l'indice du dernier terme, moins 5, qui est l'indice du premier terme, plus 1. Le tout divisé par 1 moins la raison. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur les formules à connaître sur les sommes géométriques. Donc, voici un exemple. Tout à l'heure, on a pris une épargne de 1000 euros qui augmentait de 60 euros chaque mois. Cette fois-ci, on suppose qu'une personne a épargné 1000 euros sur un compte qui est rémunéré à 2% par an. C'est-à-dire que son argent est en banque et chaque année, ça produit des intérêts de 2%. Chaque année, son épargne est donc multipliée par un facteur de 1,02. C'est une suite géométrique de raison 1,02. Au bout de 10 ans, elle est multipliée par un facteur 1,02 puissance 10, c'est-à-dire 1,219. C'est un gain de 219%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si à l'année 0, son épargne c'est 1000 euros, n'est-ce pas? Si c'est 1000 euros, à l'année 1, son épargne c'est 1000 euros, enfin l'argent qui est dans son compte c'est 1000 euros plus les 2% de 1000 euros. C'est-à-dire quoi? On peut mettre 1000 euros en facteur. Si on met 1000 euros en facteur, ça va faire 1000 euros facteur de 1 plus 2%, donc 1 plus 0,02. C'est-à-dire 1,02 fois 1000 euros. C'est ça qu'on a appelé le facteur. De même, ça c'est l'argent qu'il y a dans son compte à l'année 1, à la fin de l'année 1. À la fin de l'année 2, U2, son épargne, son argent qui sera présent dans son compte, ça sera l'argent qu'il y avait dans l'année 1, n'est-ce pas, plus 2% d'intérêt que ça aura produit. C'est pourquoi ça va encore faire 1,02 fois U1. Or, U1 est connu, ça va faire 1,02 multiplié par 1,02 fois 1000, c'est-à-dire 1,02 au carré fois 1000. Ça, c'est U2. Très bien. Donc, vous voyez qu'au bout de 10 ans, l'argent qu'il aura épargné, c'est U10, qui serait égal à 1,02 puissance 10 multiplié par 1000 euros. 1,02 puissance 10 est bien égal à ceci, ce qui fait une rentabilité de 21,9%. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, parlons des limites des suites. Concernant les limites des suites,
alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Soit UN une suite réelle et L un nombre réel. On dit que la suite UN a pour limite L si, pour tout réel positif, il existe un rang à partir duquel cette différence est plus petite que le réel de départ epsilon. Et on notera limite de UN égale à L ou encore UN tend vers L quand n tend vers plus infini. On dit aussi que UN converge vers L ou bien que UN tend vers L et que la suite UN est convergente ou bien converge. Donc, voilà ce qu'il fallait dire. Ça, c'est une définition mathématique de la limite d'une suite. Alors, de manière graphique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que on dit il existe un rang à partir duquel la différence entre UN, n'est-ce pas, et L en valeur absolue est plus petit que epsilon. Regardez un peu cette terme. Vous voyez, à partir d'ici, voici L, voici L, L c'est ce nombre-ci, L c'est ce nombre. Voici epsilon, epsilon c'est cet écart-ci. Pardon. Epsilon, c'est, disons, non, attention. Donc, epsilon, c'est cet écart. Cet écart, on voit qu'à partir de ce rang, à partir de ce rang, regardez les valeurs de UN. Ça, c'est aussi les valeurs de UN. Si on fait UN moins L, les valeurs de UN sont autour de L. Si on fait UN moins L, ça sera toujours plus petit que epsilon. C'est ça la convergence. Ça veut dire que au fur et à mesure que N va augmenter, les UN moins L auront tendance à se resserrer. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que la suite est convergente. Donc, illustration de la définition à la limite, les points de la suite ne sont pas tous dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Parce que quand on dit valeur absolue de UN moins L plus petit que epsilon, ça veut tout simplement dire, si on encadre, que UN moins L est compris entre moins epsilon et epsilon. C'est-à-dire que si on additionne L en bas, on aura L moins epsilon plus petit que UN, plus petit que L plus epsilon. Ça veut dire que UN appartient à l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. Donc, ça veut dire quoi? Cette définition veut dire qu'à partir d'un certain rang, n'est-ce pas, tous les termes de la suite sont compris dans l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. L plus epsilon, simplement. Donc, on constate donc que tous les termes ne sont pas dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, mais à partir du rang N0, à partir de ce rang, on se rend compte que tous les termes de la suite sont dans cet intervalle. Donc, c'est ça l'illustration géométrique de la limite d'une suite. Très bien. Maintenant, on passe à, à la limite à l'infini, c'est-à-dire que une suite aura pour limite plus l'infini si, pour tout réel qu'on va considérer, il va exister un rang à partir duquel tous les termes sont plus grands que ce réel. D'accord? Donc, je suis divergente ou encore je converge vers plus infini. Si, quel que soit le réel qu'on prend dans R, on va toujours trouver un rang de la suite pour lequel tous les termes qui viennent à partir de ce rang-là soient plus grands que grand terme. Et on va souvent noter limite de UN quand n tend vers plus infini égale à plus infini ou bien UN tend vers plus infini. Et symétriquement, à moins l'infini, on peut établir la même formule. Donc, voilà ce qu'il faut retenir à peu près. Donc, si UN est une suite convergente, alors sa limite est unique. Donc, la limite d'une suite est unique. De même, si UN tend vers plus infini ou bien moins l'infini, on ne peut pas avoir une autre limite. Donc, la limite d'une suite est unique, qu'elle soit convergente ou divergente. Donc, voilà ce qu'on peut retenir. Alors, il y a quelques définitions. Les questions de suite majorée, suite minorée. Alors, quand est-ce qu'une suite est majorée? Il faut savoir qu'une suite, c'est une collection de nombres. Donc, une suite ou encore une collection de nombres est majorée s'il existe, si l'ensemble de tous les termes est majoré. C'est-à-dire qu'on peut trouver un nombre qui est plus grand que tous les termes de la suite. N'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire qu'une suite est majorée si
tous les termes de la suite, de cette suite-là sont plus petits que ce nombre. De la même manière, une suite est minorée si on peut trouver un nombre qui est plus petit que tous les termes de la suite. Si un nombre est plus petit que tous les termes d'une suite, alors cette suite est minorée par ce nombre. C'est-à-dire quoi? Si on se rend compte que U0 est plus grand que M, U1 est plus grand que M, U2 est plus grand que M, et que même de manière générale, UN est plus grand que M, ça veut dire que quel que soit l'entier qu'on va prendre dans N, on aura toujours UN plus grand que M. Ça veut dire que M est le minorant de la suite UN. Une suite UN est dite bornée si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire s'il existe un réel M tel que valable sur de M soit plus petit que grand M, ou tout entier naturel petit n. Donc, c'est ça, les suites majorées et minorées. Maintenant, une suite convergente est bornée. Donc, si une suite est convergente, alors elle est bornée. Et être convergente veut dire tout simplement que la limite est finie. Attention, une suite bornée n'est pas forcément convergente. Le contre-exemple typique à la suite des termes général moins 1 puissance n. Donc, quand vous prenez la suite moins 1 puissance n, c'est une suite qui est divergente. Elle n'est pas convergente. Euh, elle est bornée. C'est une suite qui est bornée, mais qui n'est pas convergente. Parce que la propriété qu'on dit, c'est que toute suite convergente est bornée, mais la réciproque n'est pas faite. D'accord? Cette suite, moins 1 puissance n, est compris entre moins 1 et 1. En réalité, moins 1 puissance n ne peut prendre que deux valeurs. La première valeur, c'est 1 si n est pair, et moins 1 si n est impair. Donc, voilà les deux seules valeurs de cette suite. Vous voyez que les deux valeurs de la suite là ne sont pas identiques, raison pour laquelle la suite moins 1 puissance n est divergente. Donc, elle est bornée, mais elle n'est pas convergente. Il faut retenir ça. Le sens de variation des suites. Alors, c'est quoi le sens de variation? C'est un peu comme les fonctions. Vous savez, une suite, c'est une application de NVR. On s'intéresse ici de savoir est-ce que la suite UN est croissante, est-ce qu'elle est décroissante. C'est la même question hein, qu'on pose sur les fonctions. Est-ce que la fonction est croissante? Est-ce que la fonction est décroissante? Maintenant, une suite est croissante si euh, strictement croissante si UN plus 1 est plus grand que UN et elle est décroissante si UN plus 1 est plus petit que UN. Donc, ce qu'on va souvent faire pour voir si une suite est croissante, on va calculer UN plus 1 moins UN. On va comparer ça à 0. Si c'est plus grand que 0, ça veut tout simplement dire que UN plus 1 est plus grand que UN, donc la suite sera croissante. Par contre, si UN plus 1 moins UN est plus petit que 0, ça veut dire que euh, on aura UN plus 1, UN plus 1 plus petit que UN, dont la suite est décroissante. Donc ça, c'est l'une des choses qu'on va souvent faire. L'autre chose aussi, c'est que si on se rend compte que UN a des termes en puissance, si UN a des termes en puissance, par exemple UN égale à 2 puissance n sur factoriel n, ce genre de suite, pour étudier le sens de variation, on va plutôt calculer le ratio UN plus 1 sur UN. On va plutôt calculer le ratio UN plus 1 sur UN et comparer avec 1. D'accord? Si UN plus 1 sur UN est positif, est plus grand que 1 et que c'est une suite à terme positif, ça va impliquer forcément que UN plus 1 est plus grand que UN et donc que la suite UN est croissante. Par contre, si on se rend compte que UN plus 1 sur UN est plutôt plus petit que 1, ça voudrait dire que la suite est décroissante. Donc voilà les choses qu'on va souvent mettre en pratique pour le sens de variation. Très bien. Maintenant, euh, on passe à un petit théorème. Alors, que dit ce petit théorème? Théorème très important. Il dit que toute suite croissante majorée est convergente et toute suite décroissante et minorée est aussi convergente. Donc, elle tend vers une limite finie. Ça, c'est une propriété très importante. Toute suite croissante et majorée est convergente. Toute suite décroissante et minorée est convergente.
Très bien. Donc, on a des conséquences de ce théorème. La première conséquence, c'est que si UN est une suite croissante, on a les alternatives suivantes. Soit UN est majorée et converge vers l'infini. Donc, vous avez une suite UN qui est croissante. Si en plus de ça, elle est majorée, alors elle converge vers une limite finie. Par contre, si UN n'est pas majorée, alors elle diverge. Si vous avez une suite croissante qui n'est pas majorée, elle diverge. Sa limite sera l'infini. Symétriquement, si une suite est décroissante, alors on a l'alternative suivante. Soit la suite UN est minorée, on aura une suite décroissante et minorée, donc elle va converger. Soit la suite n'est pas minorée, et elle sera donc divergente. Donc voilà ce qu'il fallait intérioriser. Très bien, maintenant passons au calcul des limites des suites. Alors le calcul des limites des suites, c'est très classique, hein. Regardez par exemple, si vous avez une suite UN qui a une limite L appartenant à R, L étant un nombre réel, alors si vous multipliez cette suite par lambda, alors lambda UN aura pour limite lambda L. De même, si la limite de UN c'est plus l'infini et que lambda est positif, alors lambda UN aura pour limite plus l'infini. Pareil si c'est moins l'infini. Ça, c'est facile à voir. C'est-à-dire que si limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, si cette limite c'est, disons, un L, ça veut tout simplement dire que limite de lambda fois UN, quand n tend vers plus l'infini, est égal à lambda multiplié par la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, ce qui va faire lambda multiplié par L. Donc, c'est les multiplications de la limite de UN par lambda que vous voyez qui est appliqué comme principe. De même, si on a deux suites UN et VN, UN a une limite L et VN a une limite L', alors la limite de la somme, c'est égal à la somme des limites. D'accord? Si UN a une limite finie et Vn a une limite plus l'infini, la somme c'est plus l'infini. Si Un a une limite plus l'infini et Vn a une limite plus l'infini, la somme c'est aussi plus l'infini. D'accord? Plus l'infini plus l'infini donne plus l'infini. Si par contre Un a une limite L et Vn a une limite moins l'infini, alors la somme sera moins l'infini. Si les deux suites ont des limites égales à moins l'infini, alors la somme c'est moins l'infini. Par contre, si les deux suites ont des limites infinies de sens opposé, c'est-à-dire si UN a par exemple une limite plus l'infini et Vn a une limite moins l'infini, alors UN plus Vn a une limite qui est une forme indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer cette limite directement. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour les limites de... Ici, on a lambda fois UN, n'est-ce pas, le produit d'une suite par une constante. Ici, on a UN plus Vn, le produit de deux suites. Maintenant, pour illustrer un peu, on a une suite UN qui tend vers plus l'infini et une suite Vn qui tend vers moins l'infini. Donc, pour illustrer un peu, voici la suite UN. Cette suite tend vers plus l'infini. Voici la suite Vn. Cette suite tend vers moins l'infini. Si vous faites UN plus Vn, la somme des deux, ça donne une constante. Et la limite de cette constante, c'est A. D'accord? Donc, ici, on a une suite UN qui tend vers plus l'infini et Vn qui tend vers moins l'infini. Vous voyez qu'on a aussi UN plus Vn qui tend plutôt vers plus l'infini. D'accord? Ici, par contre, on a UN qui tend vers plus l'infini et Vn qui tend vers moins l'infini. Ici, on a la somme qui tend vers quoi? Vers moins l'infini. D'accord? Et ici, on est dans une situation où on ne peut pas déterminer la limite. C'est pour vous dire quoi? Une forme indéterminée, c'est une forme dont on ne peut pas dire à l'avance quel est le résultat que ça va donner. Vous voyez, voilà, 1, 2, 3, 4 cas. C'est 4 cas, n'est-ce pas, où on a UN qui tend vers plus l'infini, Vn qui tend vers moins l'infini et UN plus Vn a dans chaque situation des limites différentes. Ça peut être une limite finie, ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, ça peut ne pas exister. Donc, c'est ce qu'on voulait expliquer un peu par ce qu'on entend forme indéterminée.
Très bien. Maintenant, pour le produit de deux limites, n'est-ce pas? Le produit, c'est la même chose. Alors, si on a UN et VN2 suite, si la limite de UN c'est L et la limite de VN c'est L', le produit va donner le produit des limites, d'accord? Si UN par exemple a une limite L qui est positive et VN a une limite plus l'infini, alors UN fois Vn va tendre vers L fois plus l'infini, c'est-à-dire un nombre positif multiplié par plus l'infini, ça donne encore plus l'infini. Plus l'infini veut tout simplement dire un nombre qui est très grand. Donc, quand on prend un nombre positif multiplié par un nombre qui est très grand, je trouve encore un nombre qui est très grand. Si par contre L est positif et la limite de Vn c'est moins l'infini, le produit va tendre vers moins l'infini. Ensuite, si UN a une limite L qui est négative et Vn a une limite qui est plus l'infini, le produit va donner moins l'infini. Ici, on aura un nombre négatif multiplié par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Là, on a plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ensuite, plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Par contre, si l'une des limites c'est 0 et l'autre limite c'est l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire a priori à l'avance ce que ça va donner comme résultat. Donc, quelques cas basiques à connaître dans le calcul des limites, très important. Très bien, les cas basiques à connaître. Alors, ici, avec les puissances, nous avons ces deux limites. Alors, la limite de n puissance alpha, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini si alpha est positif. C'est-à-dire quoi? Si on veut par exemple calculer la limite de n puissance 3 demi, quand n tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Ça tend vers plus l'infini. Si on veut calculer la limite de n puissance, disons, 7, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alpha peut être un entier ou un réel non entier. Maintenant, si alpha est un nombre négatif, n'est-ce pas? Alors, la limite de n puissance alpha quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire quoi? Si je veux par exemple calculer la limite de n puissance moins 1 demi, n puissance moins 1 demi, c'est égal à 1 sur n puissance 1 demi. Alors, cette limite-là tend vers, disons, 0, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le dénominateur va tendre vers plus l'infini et 1 sur l'infini donne 0. Très bien. De même, si je veux calculer la limite de, disons, n puissance moins 3, n puissance moins 3, c'est 1 sur n au cube. 1 sur n au cube, sa limite va tendre vers 0. Donc, c'est ça pour les limites de n puissance alpha avec alpha positif ou alpha négatif. Concernant les polynômes, la limite d'une suite définie par un polynôme a d n puissance d plus a et d moins 1, n puissance d moins 1 plus point, 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 est c'est du terme de monome de plus haut degré. C'est un peu la même chose des limites des fonctions polynômes. C'est-à-dire que si je veux calculer par exemple limite de 3n puissance 4 moins n puissance 7 plus 2n plus 5, quand n tend vers plus l'infini, on dit, le principe dit que c'est égal à la limite du monome de plus haut degré, donc de moins n puissance 7, quand n tend vers plus l'infini, ça va faire moins l'infini. Très bien. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la limite du terme de plus haut degré. Maintenant, concernant les suites géométriques, ça aussi c'est un petit rappel à faire. Si UN est une suite géométrique des raisons A, ça veut dire que UN est égal à U0 fois A puissance n. C'est l'expression de UN en fonction de n. Maintenant, si A est égal à 1, alors UN est égal à une constante U0, n'est-ce pas? Donc, si A égale à 1, pour A égale à 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que UN est égal à U0 fois 1 puissance n, c'est-à-dire U0. U0, c'est une constante. Une constante, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est elle-même. Donc, UN tend vers U0. Maintenant, si valeur absolue de A est plus petit que 1, alors UN converge vers 0. D'accord? Si valeur absolue de A est plus petit que 1, UN converge vers 0. Si A est plus grand que 1, UN diverge vers plus l'infini. Par contre, si A est plus petit qu'au moins 1, excusez-moi, il y a une petite erreur ici. Si A est plus petit qu'au moins 1, alors UN diverge sans avoir de limite même infinie. Donc, voilà quelques cas. Donc, on a trois situations ici. Si on peut représenter A entre moins 1 et 1. Alors, si A est dans l'intervalle moins 1 ouvert à 1, ou encore si valeur absolue de A est plus petit que 1,
Donc, on est ici. Dans ce cas, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Par contre, si on est plutôt ici ou bien là, d'accord, la suite diverge. Ici, par exemple, la suite tend vers plus l'infini. Par contre, là, elle diverge sans avoir de limite infinie. Donc, maintenant, pour la fonction ln, la limite de ln de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. De manière générale, si une suite est définie de la manière suivante, donc si un, par exemple, est égal à une fonction de n, n'est-ce pas? Si un est égal à une fonction de n, la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de f de n, d'accord? Quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est ce il faut savoir pour les quelques cas basiques à connaître. Très bien. Donc, on est encore sur les limites. Il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup avec les suites, surtout lorsque l'écriture est un peu complexe, c'est les notions d'encadrement des limites. C'est-à-dire lorsque on a affaire à une suite dont on n'arrive pas à calculer facilement la limite, on peut passer par les encadrements. Donc, voici la première propriété. On a deux suites un et vn euh, qui convergent, qui sont convergentes. Alors, il existe un rang à partir duquel un est plus petit que vn. S'il existe un rang à partir duquel un est plus petit que vn, alors en passant à la limite, on a la limite de un plus petit que la limite de vn. Donc, en termes simples, si un est plus petit que vn à partir d'un certain rang, ça veut tout simplement dire que la limite de la suite un est plus petite que la limite de la suite vn, tout simplement. Ensuite, c'est un petit disclaimer. Si un est strictement plus petit que Vn, alors limite de un est inférieure ou égale à la limite de Vn. Ça peut être égal. Mais il ne faut pas forcément espérer que la limite de un soit strictement inférieure à la limite de Vn. Non. Si un est plus petit que Vn, la limite de un est inférieure ou égale. Donc, ça peut être égal à la limite de Vn. Pour avoir un contre-exemple simple, on peut prendre la suite un égale à 0, la suite constante un égale à 0, on prend une suite constante et on prend vn égale à 1 sur 2 puissance n. Vous voyez bien que un est strictement plus petit que vn. Mais si on passe à la limite de un c'est 0 parce que c'est une constante. Et la limite de vn c'est combien? La limite de 1 sur 2 puissance n c'est aussi 0. Ça veut dire qu'on a un, la limite de un égale à la limite de vn. D'accord? Donc, c'est le petit disclaimer. Toujours concernant les encadrements, il est encore plus intéressant de voir que les comparaisons permettent d'obtenir les résultats sur des suites dont on ne connaît pas forcément dont on ne connaît même pas la convergence. C'est-à-dire, si on ne connaît pas la convergence d'une suite, les encadrements peuvent nous permettre de connaître des résultats sur les suites, sur ces suites-là. Donc, si on considère un et Vn deux suites pour lesquelles il existe un rang à partir duquel un est plus petit que Vn, pour tout n plus grand que ce rang-là, n0. Si un tend vers plus infini, alors Vn tend vers plus infini. Si Vn tend vers moins l'infini, alors Un tend vers moins l'infini. Ça, c'est un principe facile à constater. Regardez ce qui se passe. On a Un plus petit que Vn. Si cette suite tend vers plus l'infini, si cette suite tend vers plus l'infini, on aura Vn, la limite de Vn qui sera plus grande que plus infini. Or, quel est l'élément qui est plus grand que plus l'infini? C'est plus l'infini lui-même. C'est la raison pour laquelle on dit que si la suite un tend vers plus infini, alors Vn qui est plus grand que un tend aussi vers plus infini. Par contre, si Vn tend vers moins l'infini, si Vn tend vers moins l'infini, on aura limite de un plus petit que moins l'infini, c'est-à-dire que limite de un égale à moins l'infini. C'est ce qu'il faut retenir concernant ce petit principe. Alors, ça, on a déjà dit. Maintenant, euh, ça, ce sont des petits contre-exemples. Un disclaimer, une alerte. Si la limite de un est finie, alors on ne peut rien dire sur la limite de Vn. D'accord? Regardez, ici, on a un plus petite que Vn. Si la limite de un, c'est la limite de cette suite, c'est un L,
On ne peut rien dire sur la limite de Vn. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la limite de Vn est plus grande que L. D'accord? Vn peut même diverger, c'est-à-dire que Vn peut même être divergente ou osciller ou tendre vers une limite finie. Donc, il y a tous les cas possibles. Tous les cas possibles ici. C'est-à-dire que si Un est plus petit que Vn et que Un converge vers une limite L, on ne peut rien dire sur la limite de Vn. Par contre, si Un tend vers plus l'infini, Vn tend aussi vers plus l'infini. Si Vn tend vers moins l'infini, Un tend vers moins l'infini. Donc, c'est ce que je voulais relever ici. Euh, ok, on passe au point suivant. Le théorème des gendarmes le plus important. Théorème des gendarmes. Tout le monde connaît le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes dit que si une suite Vn, n'est-ce pas, peut être encadrée par une suite Un et une suite Wn, et si les suites extrêmes là, si Un et Vn ont la même limite, alors la conclusion c'est que Vn a la même limite que Un et Wn. Donc c'est ce que dit le théorème des gendarmes. Ça dit que si UN converge vers L et WN converge vers L, alors la suite qui est au milieu converge aussi vers L. Tout simplement parce que en passant à la limite, on aura L plus petit que la limite de Vn, plus petite que la limite de Wn qui est L, n'est-ce pas? Donc on a la limite de Vn qui est plus petite que L et qui est aussi plus grande que L. Donc la conclusion, c'est que la limite de Vn égale à L, tout simplement. Ah, c'est le théorème des gendarmes, très important. Maintenant, passons aux suites récurrentes. Ça aussi, c'est une partie très importante. Les suites récurrentes, ce sont les suites qui sont définies de la manière suivante, c'est-à-dire on essaye d'exprimer la relation entre plusieurs termes consécutifs d'une suite. On peut avoir par exemple Un plus 1 en fonction de Un. C'est une suite récurrente et une relation de récurrence entre les termes de la suite. Donc la plus simple des suites récurrentes, c'est les suites arithmético-géométriques, c'est-à-dire les suites qui ont un caractère à la fois arithmétique et géométrique. C'est quoi les suites arithmético-géométriques? Les suites arithmético-géométriques, ce sont tout simplement les suites de la forme UN plus 1 égale à AUN plus B. C'est ça les suites arithmético-géométriques. Donc, vous voyez que ici, pourquoi arithmétique? Arithmétique tout simplement parce que si A égale à 1, si A égale à 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient UN plus 1 égale à UN plus B, qui est une suite arithmétique. Par contre, si B égale à 0, si B égale à 0, on obtient plutôt UN plus 1 égale à A fois UN, qui est une suite géométrique. Donc, ça a les deux composantes, la composante arithmétique et la composante géométrique. Et de manière générale, si on a la relation de récurrence que voici, UN plus 1 égale à AUN plus B, c'est une suite arithmético-géométrique. Et ce qui nous intéresse, c'est que connaissant la relation de récurrence, ça c'est la relation de récurrence, on peut se demander quelle est la relation explicite de UN, c'est-à-dire quelle est la relation, quelle est l'expression de UN en fonction de N. Voici la première expression de UN en fonction de N, c'est que on a UN égale à U0 plus N fois B. Ça, c'est si A égale à 1. Mais si A est différent de 1, voici l'expression de UN en fonction de N. L'expression de UN en fonction de N, c'est UN égale à A puissance N, facteur de U0 moins B sur 1 moins A, plus B sur 1 moins A, avec A différent de 1. D'accord? A différent de 1. Donc voilà l'expression d'une suite, l'expression explicite d'une suite arithmético-géométrique. N'oubliez pas, lorsqu'on étudie les suites, on s'intéresse à la convergence de la suite, c'est-à-dire quelles sont les valeurs futures de la suite, ou encore la suite devient quoi lorsque n devient très grand, ou encore quand n tend vers plus l'infini. Et il y a deux manières d'étudier ce genre d'étudier cette question-là. C'est d'étudier la suite UN lorsqu'elle est sous sa forme récurrente, mais qui est une chose souvent plus difficile. Par contre, si elle est sous sa forme explicite, c'est plus facile. C'est plus facile, par exemple, de calculer la limite de UN quand n tend vers plus infini, connaissant l'expression de UN en fonction de n. C'est la raison pour laquelle on se, on se bat toujours pour avoir l'expression explicite d'une suite, mais ce n'est pas toujours possible. Et quand ce n'est pas possible, on a les méthodes pour étudier
les suites récurrentes. Donc, un exemple de suite arithmético-géométrique. On dit une personne a emprunté 10 000 euros à un taux d'intérêt de 2% qu'elle rembourse au rythme de 1 000 euros par an. D'accord, on note UN, le montant qu'il reste à rembourser à la énième année. Le mécanisme est le suivant. Chaque année, la personne verse à la banque 1 000 euros. La banque prélève 2% du montant UN qu'il restait à rembourser et le reste des 1 000 euros sert à diminuer le montant à rembourser. Donc, la banque prélève d'abord 2% du montant qui reste à rembourser. D'accord. Et les 1 000 euros que la personne vient verser viennent diminuer le montant à rembourser. Donc, l'année N, la personne va donc payer les intérêts de 2% de UN. Parce que à l'année N, les intérêts à payer sont de 2%. N'est-ce pas? Si on note UN, le montant qui reste à payer à l'année N, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si vous devez UN à une banque, vous allez payer 2% de ces intérêts-là, donc 2% de la valeur UN d'intérêt et rembourse 1000 moins 1000 moins les 2%, d'accord, de capital. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à l'année N plus 1, UN plus 1 est égal à UN moins cette quantité. 1000, bon, c'est en milliers, hein. UN c'est en milliers. Ce qu'il faut, il faut noter. Donc, UN plus 1 est égal à UN. Le montant à rembourser à l'année N plus 1 est égal au montant à rembourser à l'année N moins 1000 euros moins l'intérêt, moins les intérêts versés. C'est-à-dire que ce qui reste à rembourser à l'année N plus 1, c'est ce on devait à l'année N diminuer des intérêts qu'on a payés, n'est-ce pas? Diminuer qu'est-ce que je dis, de 1000 euros moins les intérêts. Donc, ça donne directement UN plus 1 égale à 1,02 UN moins 1. C'est une suite arithmético-géométrique. On obtient bien UN égale à 50 moins 40 fois 1,02 puissance n. Donc, au bout de 11 ans, UN égale à 0,265. Donc, il faudra que l'emprunteur paye 11 annuités, puis un dernier versement de 265 euros. Donc, voilà un petit exemple pour les suites arithmético-géométriques. Maintenant, c'était les suites récurrentes linéaires simples. Maintenant, les suites récurrentes linéaires doubles. C'est quoi les suites récurrentes linéaires doubles? Les suites récurrentes linéaires doubles, c'est les suites qui mettent en relation trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, il y a plusieurs manières d'écrire. Dans certains documents, vous allez voir UN plus 1 égale à AUN plus BUN moins 1. Donc, ça met en relation UN plus 1, UN et UN moins 1. Vous voyez que c'est trois termes consécutifs d'une suite. Dans d'autres documents, vous allez voir plutôt écrit UN plus 2. UN plus 2 est égal à AUN plus 1 plus BUN. Vous voyez, c'est toujours trois termes consécutifs d'une suite, n'est-ce pas? On a UN plus 2, qui est le successeur de UN plus 1, lui qui est le successeur de UN. De manière générale même, l'écriture c'est AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN égale à 0. Donc, voilà l'écriture générale d'une suite récurrente linéaire double. Maintenant, comment est-ce qu'on étudie les suites récurrentes linéaires doubles? En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut trouver l'expression de UN en fonction de N? Comment on trouve l'expression de UN en fonction de N? Parce que ça, c'est l'écriture récurrente. Ça, c'est l'écriture récurrente. Maintenant, si on veut l'écriture explicite, comment on procède? Alors, la procédure est simple. La procédure est simple, pardon. Donc, je vais faire un peu d'espace pour vous expliquer comment est-ce qu'on obtient toutes ces formules-là de manière générale. Comment est-ce qu'on obtient toutes ces formules? On va commencer
par écrire ce qu'on appelle l'équation caractéristique d'une suite récurrente. L'équation caractéristique d'une suite récurrente linéaire double. Donc, lorsqu'on a une suite, je vais reprendre l'écriture générale, AUN plus 1 plus BUN plus CUN moins 1 égale à 0. On a ce qu'on appelle l'équation caractéristique. L'équation caractéristique d'une suite récurrente linéaire double, dont tous les termes sont d'un côté de cette façon, c'est AX au carré plus BX plus C égale à 0. Vous voyez que pour résoudre cette équation, on calcule le discriminant. Discriminant delta égale à quoi? Égale à B carré moins 4 AC. Et lorsqu'on a les discriminants, il y a trois situations possibles. La première situation, c'est lorsque le discriminant est égal à 0. Si le discriminant est égal à 0, ça veut dire qu'il y a une solution double. On va appeler ça x0. x0, la solution double, ça sera égal à quoi? Moins b sur 2a. C'est ça la solution double. Et une fois qu'on a la solution double, quelle est l'expression de un en fonction de n? On va dire que un en fonction de n est égal à quoi? Est égal à A, non pas A, on a déjà A, on va prendre une autre expression. Alors l'expression de un est égale à une constante alpha plus bêta n, le tout multiplié par x0 à la puissance n. Voilà l'écriture. Maintenant, la question, c'est comment on va trouver alpha et bêta. On va trouver alpha et bêta avec ce qu'on appelle les conditions initiales. C'est quoi les conditions initiales? En fait, lorsqu'on donne une suite récurrente linéaire double, il faut toujours avoir les deux premiers termes de cette suite. Ou du moins, il faut avoir deux termes. Donc, c'est la définition que j'ai donnée ici. Donc, si on prend une suite définie par la donnée de deux termes, ça peut être U0 et U1, ça peut être U2 et U3, ça peut être U4 et U5, n'est-ce pas? Donc, on doit connaître au moins ces deux termes et la relation de récurrence. Maintenant, pour trouver alpha et bêta, on va utiliser les conditions à l'origine. Si on connaît par exemple U0, on aura U0 égale à alpha. Donc, pour n égale à 0, U0 égale à alpha. D'accord? Alpha plus bêta fois 0 fois x0 puissance 0, ce qui donne alpha. Donc, notre alpha serait égal au premier terme U0. Si on veut bêta, on calcule aussi U1. U1 serait égal à alpha. Notre alpha, c'est U0 plus bêta fois 1, donc plus bêta, le tout multiplié par x0 puissance 1. x0 est connu, c'est la solution double. Donc, à ce niveau, on peut donc tirer bêta. On va trouver que bêta, si on divise d'abord membre à membre par x0, ça va faire U1 sur x0 moins U0. D'accord? Ce qui va donner U1 moins U0 fois x0, le tout divisé par x0. Donc, vous voyez que l'expression de un en fonction de n sera quoi? Ça sera un égale à alpha fois x0 puissance n, c'est-à-dire u0 fois x0 puissance n, plus notre bêta, c'est u1 moins u0 fois x0 sur x0, le tout à la puissance, le tout fois n fois x puissance n. Vous voyez que ça ressemble bien à cette écriture. Dans le cas, la situation où on a une racine double. Maintenant, si on a deux racines distinctes, c'est-à-dire si delta est strictement plus grand que 0, comment est-ce qu'on trouve l'écriture de un en fonction de n? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Allez, c'est parti. Donc, si delta est strictement plus grand que 0, ça veut dire qu'on a deux racines, n'est-ce pas? La première racine, c'est lambda 1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. La deuxième racine sera lambda 2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, une fois qu'on a ces deux racines, ça veut dire que l'expression de un en fonction de n sera un est égal à 1 alpha fois lambda 1 puissance n plus bêta fois lambda 2 puissance n. Et une fois qu'on a ça, il faut maintenant trouver alpha et bêta à partir des conditions à l'origine. Donc, on va partir par exemple du fait que si on remplace n par 0, si on suppose qu'on connaît n0, u0 serait égal à alpha fois lambda 1 puissance 0 plus bêta fois lambda 2 puissance 0, c'est-à-dire alpha plus bêta. Ça fait la première équation du système. On peut faire la même chose pour U1. Ok, et la deuxième condition nous permettrait de créer U1, c'est-à-dire pour n égale à 1, on aura U1 égale à alpha fois lambda 1 puissance 1 plus bêta fois lambda 2 puissance 1. Donc on aura un système de deux équations à deux inconnus, n'est-ce pas? Les inconnus c'est alpha et bêta. Une fois qu'on aura ça, ça nous permettra d'avoir l'expression de Un en fonction de n. Donc en guise d'exemple, on va faire un petit exemple ici juste là à côté. Alors, considérons la suite numérique, disons 2un plus 2 plus 4un plus 3 égale à 0, n'est-ce pas? C'est une suite récurrente linéaire double. Et on considère qu'on connaît U0, U0 égale à 1 et U2 égale à 1 aussi. On dit quelle est l'expression de UN en fonction de N. Comme c'est une suite récurrente linéaire double, à ce niveau, donc disons, prenons plutôt ceci, disons moins, euh, on prend un exemple qui va pas être très compliqué, 8 et disons 8. OK. Donc, quelle est l'expression de Un en fonction de n? Ici, pour faire ça, on va déterminer l'équation caractéristique qui est 2x au carré moins plus 8x plus 8 égale à 0. On peut mettre 2 en facteur, ça fait 2 facteurs de x au carré plus 4x plus 4 égale à 0, c'est-à-dire x au carré plus 4x plus 4 égale à 0. Donc ici, on peut calculer delta. Delta, c'est b au carré, 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, ce qui va donner moins 4 AC fois 1 fois 4, ce qui va donner 4 au carré, moins 4 au carré, c'est-à-dire 0. Si delta égale à 0, ça veut dire qu'il y a une solution double. La solution double, c'est x0 égale à moins b sur 2a, moins b sur 2a. Moins b sur 2a égale à combien? Ça va faire moins b, ça va faire moins 8 sur 2a sur 2 fois 4. Ça va faire sur 2 fois 2, autant pour moi. 2 fois 2. Sur 2 fois 2. Donc, ça va faire moins 8 sur 4. Ça va faire moins 2. Ça veut dire que UN est de la forme UN égale à A plus BN, le tout fois moins 2 puissance N. Maintenant, pour trouver les valeurs de A et de B, nous allons utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire le fait que U0 égale à 1 et que U2 égale à 1. Alors, U0 égale à 1 implique quoi? Qu'est-ce que ça implique? On va remplacer N par 0. Si on remplace N par 0, on aura 1 qui est U0 égale à A plus B fois 0, le tout fois moins 2 puissance 0, c'est-à-dire ça va donner A au final, parce que B fois 0, ceci donne 0, ceci donne 1. On va rester avec A. Donc, A égale à 1, première des choses. Deuxième des choses, on sait aussi que U2
U2 égale à combien? U2 égale à 1. Ça veut dire que on aura 1 qui est U2 égale, on remplace N par 2, égale à A plus 2B fois moins 2 au carré. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on aura 1 égale à euh, moins 2A. Bon, attention, c'est moins 2 au carré. Donc, 1 égale à combien? Ici, ça va faire A plus 2B. Le tout fois moins 2 au carré, c'est 4. C'est-à-dire, on aura A plus 2B. On divise membre à membre par 4 égale à 1 quart. A plus 2B égale à 1 quart. On connaît la valeur de A. Connaissant la valeur de A, si on remplace A par son expression, ça va faire 1 plus 2B égale à 1 quart. C'est-à-dire que 2B égale à 1 quart moins 1, ce qui donne moins 3 quarts. D'accord, donc B est égal à moins 3 quarts divisé par 2, ça fait moins 3 huitièmes. Donc en fin de compte, on a donc l'expression de UN en fonction de N qui peut s'écrire UN égale à A. A et A c'est 1 plus B qui est moins 3 huitièmes de N, le tout fois moins 2 puissance N. Donc voilà l'expression de UN en fonction de N. Ça, c'est un exemple simple. Donc, revenons à notre calcul. La troisième situation ici qu'il faut savoir, c'est la situation où le discriminant est négatif. D'accord. OK. OK. Donc, la situation où le discriminant est négatif, euh, comment ça va se présenter si le discriminant est négatif? Donc, si delta est négatif, ça veut dire qu'il y a deux solutions complexes, lambda 1 et lambda 1 bar, deux solutions complexes, l'un sera conjugué de l'autre. Si on appelle par exemple alpha la partie réelle, n'est-ce pas, de lambda 1 et bêta la partie imaginaire de lambda 1, alors l'expression de UN sera UN égale à exponentielle de alpha n, tout multiplié par un grand A, fois cosinus de bêta n plus un grand B fois sinus de bêta n. Sinus de bêta n, ça sera l'expression de UN en fonction de n. Donc, ce sont les trois situations possibles. Maintenant, regardons le cas général, les suites récurrentes. Les suites récurrentes. Généralement, une suite récurrente simple, c'est une suite qui est définie, qui est de la forme UN plus 1 égale à une fonction de UN. Donc, le cas le plus général pour une suite récurrente d'ordre 1 est celui d'une suite UN définie par la donnée de U0 et d'une relation de récurrence UN plus 1 égale à F de UN. Donc, ça, c'est la situation la plus simple. Maintenant, il faut que F soit une fonction continue, voire dérivable. C'est un cas trop général pour permettre d'obtenir une formule pour UN ou même pour savoir si elle converge. Très bien. Maintenant, voici une proposition. Si UN est une suite qui admet une relation de récurrence de la forme UN plus 1 égale à F de UN, qui converge vers une limite L, et si F est une fonction continue au point L, alors L est le point fixe de la fonction F. C'est-à-dire que pour trouver L, on va tout simplement résoudre l'équation L égale à F de L. Donc, c'est comme ça qu'on trouve la limite d'une suite définie de manière récurrente. Donc, chaque fois que vous aurez une suite définie de la sorte, U0 est un nombre donné et UN plus 1 égale à une fonction de UN, alors si vous voulez savoir si cette suite converge, vous résolvez tout simplement l'équation L égale à F de L. Parce que si elle converge vers L, le L là, cette limite va respecter cette condition ou cette équation. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire. Maintenant, voici la construction comment est-ce qu'on construit UN plus en fonction de UN. Donc, si ça c'est la courbe de la fonction F en bleu.
n'est-ce pas? Si je connais UN, que voici, si je veux avoir UN plus 1, normalement c'est f de UN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux avoir UN plus 1, je prends UN, je calcule son image par la fonction f, ça me donne f de UN. Donc ce f de UN-ci n'est rien d'autre que UN plus 1. Maintenant, je peux décider de représenter aussi ce UN plus 1 sur l'axe des abscisses. Donc pour le faire, je ramène la valeur-ci, cette valeur-ci, je la ramène sur la première bisectrice et puis je ramène sur l'axe des abscisses et ça me donne donc la position de UN plus 1 par rapport à celui de UN. C'est pareil ici, on fait le même principe. Donc voilà, présenté pour les suites récurrentes. Maintenant, il y a la notion de suite adjacente. C'est quoi les suites adjacentes? Donc, deux suites sont adjacentes si l'une est croissante, l'autre est décroissante, n'est-ce pas? La différence des deux converge vers 0 et la suite qui est croissante doit être plus petite que la limite qui est plus grande que la suite qui est décroissante. Donc la suite qui est croissante doit être plus petite que la suite qui est décroissante. Donc c'est ça les conditions d'une suite de deux suites adjacentes. Donc voilà, voici comment ça se présente. Vous voyez, vous avez la suite UN qui est croissante, comme ceci. Ses valeurs augmentent. Or, la suite VN est décroissante. Les deux vont converger vers la limite L. Vous voyez, à chaque fois, les valeurs de UN sont plus petites que les valeurs de VN. Donc, c'est ça la définition de suite adjacente. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les sous-suites ou encore les suites extraites. C'est quoi une sous-suite de manière simple, de manière simpliste? Une sous-suite, c'est tout simplement une partie d'une suite qu'on a extrait suivant une application phi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai par exemple la suite UN égale à n plus 3, ça c'est une suite, je peux décider d'extraire les termes de rang pair, c'est-à-dire par exemple les U indice 2n. U indice 2n veut dire qu'on remplace n par 2n, ça va faire 2n plus 3. Ça, c'est une sous-suite de UN. Je peux décider d'extraire les termes de rang impair U indice 2n plus 1. Ça va faire 2n plus 1 plus 3, c'est-à-dire 2n plus 4. Je peux décider d'extraire les sous-suites de rang 3n, par exemple. Les termes qui ont les indices multiples de 3. U indice 3n va faire 3n plus 3, ainsi de suite. Donc, une suite Vn est une suite extraite ou encore une sous-suite d'une suite Un si Vn est égal à U de phi indice n, avec phi qui est tout simplement une application de n vers n. C'est ça la définition de sous-suite. Maintenant, si Un est une suite convergente vers une limite L, alors toutes ces sous-suites convergent vers L. Si Un tend vers plus l'infini, respectivement l'infini, alors toutes ces sous-suites convergent vers l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une suite est convergente, si UN est convergente vers L, n'est-ce pas, vers un réel L, ça veut dire que toutes ces sous-suites convergent vers la même limite L. Par contre, si une suite est divergente, alors toutes ces sous-suites sont divergentes. Convergent, non, toutes ces sous-suites convergent vers plus l'infini. Donc, voilà, c'est tout pour cette partie sur les suites. Pour une petite application, revenons un peu à un sujet, le sujet de quelle année, disons. Alors, ça, c'est le sujet de 2000, combien? C'est quelle année ça? Je vérifie un peu. Donc, de 2014, la promotion 2014-2016. Donc, dans la promotion 2014-2016, au niveau de l'exercice de maths, il y avait un premier exercice sur les suites. Un premier exercice sur les suites qui comptait pour 5 points, cet exercice. OK. Donc, on a cet exercice qui comptait pour 5 points, celui-ci, qui comptait pour 5 points, cet exercice. Alors, c'est un exercice qu'on traite
en utilisant le théorème des gendarmes ou encore la méthode des encadrements. D'accord, donc on va traiter cet exercice très rapidement. Alors, on dit soit n un entier naturel, n supérieur ou égal à 3, donc n c'est un entier naturel supérieur ou égal à 3. Vérifiez que pour tout entier naturel p, tel que p compris entre 2 et n plus 1, on a intégrale de p moins 1 sur n à p sur n de ln de x dx plus petit que 1 sur n ln de p sur n plus petit que intégrale de p sur n à p plus 1 sur n de ln de x dx. Donc, on demande de faire cette vérification-là. Donc, alors, lorsque vous voyez un encadrement comme ceci, n'est-ce pas, ça c'est une double inégalité. Il y a cette première inégalité qu'il faut démontrer. Ensuite, il y a cette deuxième inégalité qu'il faut démontrer. Lorsque vous voyez ce genre d'inégalité, surtout avec les intégrales, la stratégie est très simple. La stratégie consiste à encadrer x dans chacun des bornes, à l'intérieur des bornes de chaque intégrale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez considérer soit x un nombre réel, n'est-ce pas, tel que x est compris entre, vous voyez ici, la première borne c'est p moins 1 sur n et la deuxième borne c'est p sur n. Alors, si x est compris entre p moins 1 sur n et p sur n, ça veut dire que en appliquant le logarithme de x, on aura logarithme de p moins 1 sur n plus petit que logarithme de x plus petit que logarithme de p sur n. Pourquoi cette inégalité? Tout simplement parce que la fonction ln est croissante. C'est une fonction croissante. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on peut donc intégrer membre à membre de p-1 sur n à p sur n. D'accord? Donc, si on intègre membre à membre de p-1 sur n à p sur n, on aura quoi? On aura que cette inégalité devient intégrale de p-1 sur n à p sur n de ln de p-1 sur n dx plus petite que l'intégrale, pardon, plus petit ou égal que l'intégrale de p-1 sur n à p sur n de ln de x dx plus petit que intégrale de p-1 sur n à p sur n de ln de p sur n dx. Donc, alors, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie de l'inégalité. C'est cette partie de l'inégalité parce qu'on a déjà cette partie qu'on va encadrer. N'est-ce pas? Remarquez qu'intégrale de p-1 sur n à p sur n de ln de x dx correspond à cette intégrale. Si, ok, on l'a déjà. Maintenant, il faut vérifier que ce qui est à droite correspond exactement à 1 sur n ln de p sur n. Donc, on a donc, qu'est-ce qu'on a? On fait fi de cette partie, n'est-ce pas? On prend ça. Intégrale de p-1 sur n à p sur n de logarithme de x dx est plus petit que, vous voyez, dans cette intégrale-ci, cette quantité-ci ne dépend pas de x, donc ça peut sortir de l'intégrale. On aura donc ln de p sur n intégrale de p-1 sur n à p sur n de 1 dx. D'accord? De 1 dx. Et la primitive de 1, c'est x. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fin de compte, intégrale de p sur n à p-1 sur n de ln de x dx plus petit que ln de p sur n, tout multiplié par la primitive de 1 qui est x variant de p-1 sur n à
P sur N. Alors, pour calculer cette partie, ici, on va tout simplement faire pour x égale à P sur N, on aura P sur N, moins pour x égale à P moins 1 sur N, on aura P moins 1 sur N, ce qui va donner P moins P plus 1 de tout sur N, puisqu'ils ont le même dénominateur. Ça va donc donner 1 sur N. Donc, vous voyez que tout ceci est égal à 1 sur N. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que intégrale de P sur N à P moins 1 sur N de ln de x dx est inférieur ou égal à 1 sur N fois ln de P sur N, ce qui démontre la première partie de l'inégalité. D'accord, ça c'est la première partie de l'inégalité que voici, qu'on vient de démontrer, de cette première partie de l'inégalité. Très bien. Maintenant, pour démontrer la deuxième partie de l'inégalité que voici, on va procéder de la même manière. D'accord? On va procéder de la même manière, sauf que là, on va maintenant encadrer x entre quoi? On va encadrer x entre P sur N et P plus 1 sur N. Par contre, tout à l'heure, on avait encadré entre P moins 1 sur N et P sur N. D'accord? Donc, ce qu'on fait donc, c'est tout simple. On va donc procéder de la même manière. On va dire que si x est compris entre P sur N et P plus 1 sur N, d'accord, ça implique que si on passe au logarithme membre à membre, on aura logarithme de P sur N plus petit que logarithme de x, plus petit que logarithme de P plus 1 sur N, tout simplement. Et on va donc intégrer membre à membre. Et en intégrant membre à membre, on va se concentrer sur cette partie de l'inégalité. Parce que c'est elle qu'on veut démontrer. C'est cette partie qu'on veut démontrer. D'accord? On va se concentrer sur cette partie de l'inégalité. Donc, par ricochet, sur cette partie de l'inégalité. Et lorsqu'on va donc intégrer membre à membre entre P sur N et P plus 1 sur N, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On obtient intégrale de P sur N à P plus 1 sur N de logarithme de P sur N dx, d'accord, qui est plus petit que intégrale de P sur N à P plus 1 sur N de ln de x dx. Donc, on a passé l'intégrale sur ces deux membres. Donc, une fois que c'est fait, on peut donc calculer cette intégrale-ci. On va procéder de la même manière que tout à l'heure. Cette intégrale, si vous voyez, cette quantité-ci ne dépend pas de x. Donc, on peut mettre ln de p sur n à l'extérieur de l'intégrale. Donc, ça va faire ln de p sur n intégrale de p sur n à p plus 1 sur n dx plus petit que, ça c'est ce qu'on veut encadrer, intégrale de p sur n à p plus 1 sur n de ln de x dx. Alors, cette intégrale-ci, vous pouvez vous rassurer que cette intégrale-ci vaut bel et bien 1 sur n. D'accord? Donc, on aura donc démontré cette double inégalité. Donc, pour démontrer ça, on fait une double inégalité, un double encadrement, et puis ça nous donne le résultat. Très bien. Maintenant, on dit d'en déduire que Sn, en déduit un encadrement de Sn que voici. D'accord. On déduit un encadrement de Sn. Sn, c'est racine énième de factoriel n sur n puissance n. Donc, peut-être faut bien l'écrire. Notre Sn, ici, ils disent que c'est racine énième de factoriel n divisé par n puissance n. Il faut noter que c'est encore égal à factoriel n divisé par n puissance n, le tout à la puissance 1 sur n. D'accord? Très bien. Donc, on veut en déduire un encadrement. Et lorsqu'on dit en déduire, ça veut dire qu'on doit utiliser le résultat de la question précédente. On doit utiliser le résultat de la question précédente. Donc, pour faire cette déduction, ce qu'il faut remarquer, tout simplement, c'est le fait que
on doit construire Sn à partir de cette expression. À partir de 1 sur n, ln de p sur n. Et pour construire ça, c'est très simple. Donc, ce qu'on va faire, je vais nettoyer un peu pour libérer l'espace. OK. Très bien. Donc, ici, Sn égale à ça. Ce qu'on sait, c'est que